Bon, ça c'est pour les suspens du présent, mais ces suspens se font dans un contexte euh, de catastrophe sur laquelle vous insistez sur son caractère inédit, Oui. et qui fait donc que on est à une espèce de nouvelle année zéro Ouais. moyenne-orientale. Donc peut-être, paradoxalement, là, ce serait bien de terminer en revenant en arrière, Oui. de terminer historiquement, c'est-à-dire en faisant une espèce de généalogie de ce point zéro ou de chronologie des points zéro Oui. qui ont précédé celui-là, Oui. d'une certaine façon, Oui. en remontant loin, puisque on peut même remonter à la chute de l'Empire ottoman. Tout à fait. En fait, ce qui est très intriguant et difficile à analyser en ce moment-là, c'est qu'on a, d'ailleurs, c'est pas seulement ce moment-là, on a souvent l'impression, quand on parle du Moyen-Orient, qu'on fait de l'histoire immédiate. Parce que les choses se passent au moment où on parle. Là, durant cet échange, il y a des bombes qui tombent sur les gens à Gaza, il y a encore des déplacés dans le sud Liban, il y a toutes les questions qu'on évoque en Syrie. C'est tellement chaud et c'est tellement ça impacte la chair, ça impacte les gens d'une manière quotidienne. Et quand je dis que c'est inédit, c'est parce que la puissance de feu, elle est inédite, la technologie de la violence, elle est inédite, l'intelligence artificielle et son rôle est inédite. Et je pense que c'est la première fois qu'on couvre autant en direct une violence qui se déroule, que ce soit au niveau des images des médias, des réseaux sociaux, les gens qui racontent eux-mêmes et qui filment eux-mêmes leur mort et leur génocide et leur déplacement. Et tout cela crée plein de paramètres difficiles à maîtriser, tant les décisions aussi dépendent des grandes puissances et des puissances régionales. Dans un moment où on a le droit international qui est piétiné, où un nouvel ordre peut-être est en train de se dessiner au niveau mondial, mais au niveau régional aussi, le recul iranien, l'Arabie saoudite qui progresse, la Turquie qui progresse, les Russes qui essayent de se repositionner après avoir perdu la Syrie, et des dynamiques locales qui s'expriment. Et la liberté d'expression d'ailleurs. Ce qui est inédit aussi dans la région, c'est que les gens s'expriment tellement, au moins sur les réseaux sociaux, à l'extérieur parfois de la région, mais aussi à l'intérieur dans certains cas. Ce qui mène à dire que nous sommes face à un moment fondateur dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient, qui est peut-être le 8e moment, après 7 autres moments qui ont été toujours des tournants et qui ont modifié la configuration politique de la région. Le premier étant, comme vous l'avez signalé, l'effondrement de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale et le contrôle des Britanniques et des Français de la région. On parle de 5 ou 6 années de fondation politique dans la région après le déclin ottoman. Les Ottomans ont été battus durant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques étaient extrêmement offensifs et agressifs dans leur diplomatie régionale. Ils ont promis au gouverneur du Hijaz, le Sharif Hossein, qui est de la famille hachémite, descendante du prophète de l'islam, qu'ils vont le reconnaître roi des Arabes s'il combat les Ottomans, à un moment où le nationalisme arabe commençait à s'élaborer face au nationalisme turc, qui avait affaibli, dans un certain sens, l'Empire ottoman, ils ont en même temps négocié avec les Français les fameux accords Sykes-Picot pour se partager le contrôle direct ou indirect de la région. Pour faire court, la Grande-Bretagne va imposer un mandat en Palestine, en Transjordanie et en Irak, la France au Liban et en Syrie, puisque la partie turque que les Français devaient aussi prendre sous leur mandat va être libérée, où il va y avoir la révolution de Mustafa Kemal et sa guerre de libération qui mène jusqu'à la création de la République turque en 1923. Donc toute cette période va connaître les frontières qu'on va dessiner entre Français et Britanniques pour déclarer en 1920 le Grand Liban,
donc le Liban actuel, une tentative de diviser la Syrie qui va échouer, mais la Syrie actuelle, dans ses frontières, va également naître, et l'Irak, où les Britanniques vont unifier la carte de Mossoul avec Bagdad et Basra et créer l'Irak moderne qu'on appelait la Mésopotamie. Et évidemment, c'est la question palestinienne aussi qui apparaît avec la déclaration de Balfour où les Britanniques ont promis au mouvement sioniste la possibilité de créer un foyer national juif en Palestine, sans rentrer dans les détails, mais c'était plein de promesses qui se contredisent dans un sens et qui vont tracer les frontières et préparer ce Proche-Orient à ce qu'il va devenir plus tard. Le deuxième moment fondateur, c'était la création d'Israël, avec la partition onusienne, la Nakba palestinienne, le début d'un nettoyage ethnique de la Palestine 48 qui devient l'État israélien, et le début du conflit entre les Israéliens et les Arabes en général, ce qui va avoir aussi une grande influence sur la pensée politique arabe pendant très longtemps, où la question palestinienne va être centrale. Elle va être centrale chez les nationalistes arabes, elle va être centrale chez les gens de gauche, elle va rester centrale chez les libéraux, mais elle va aussi permettre une instrumentalisation par certains régimes, notamment les régimes militaires, qui vont commencer à prendre le pouvoir via des coups d'État. L'Égypte de Nasser, puis le Baas en Syrie et en Irak, et plein d'autres coups d'État militaires dans la région, Libye, Soudan, Yémen, etc. Et ces régimes-là qui vont imposer des dictatures et qui vont dissoudre les partis politiques et finir avec la diversité politique, vont souvent utiliser la question palestinienne pour se justifier, en plus des choix économiques proches de l'Union soviétique, en plus l'idée de l'émancipation du tiers-monde, mais ils vont instrumentaliser la question palestinienne, c'est pour ça qu'elle va rester dominante. Il va y avoir une série de guerres, notamment celle de 67, qui va être décisive durant cette phase-là, puisqu'il y a une expansion israélienne, il y a une défaite du projet de Nasser et de ce qu'il a incarné, et cela va mener à un troisième moment fondateur, qui est celui de 1973, parce que là, en 1973, on va connaître la dernière guerre entre État arabe et État israélien. La guerre dans sa forme étatique. On est face à la dernière guerre. Après cela, du côté arabe, ça va être des acteurs non étatiques qui vont poursuivre le combat. Mais ce qui est plus important, c'est que l'Égypte quitte le conflit avec Israël après cette guerre-là, se repositionne sur l'échiquier politique mondial et vire vers les États-Unis d'Amérique. Sadat opte pour une alliance avec les Américains en tournant la page de l'héritage de Nasser et en libéralisant l'économie égyptienne après une phase socialiste nassérienne. Et son retrait du conflit avec Israël modifie évidemment toute la donne régionale, puisqu'il va signer les accords de Camp David et l'Égypte va être exclue de la Ligue arabe. En son absence, cela va permettre à d'autres acteurs de monter en puissance. Il y a Assad et Saddam, les deux bassistes, vont tenter de remplacer ou d'essayer de remplacer Nasser. C'est ce qu'ils prétendaient faire, mais sans succès, puisque Nasser était très populaire dans la région, peut-être moins en Égypte, mais dans la région, vu son rôle et son discours, et surtout la nationalisation du canal de Suez en 1956. L'Arabie saoudite, c'est l'acteur qui va s'imposer à partir de 1973, parce que le boom pétrolier qui a accompagné la guerre lui permet énormément de revenus. Ces revenus-là, il va y avoir un investissement politique, parce que l'Arabie voulait devenir le grand acteur dans la région, et cela modifie le logiciel politique qui était utilisé, la terminologie politique qui était utilisée avant et qui restait laïque, nationaliste. Elle va peu à peu être remplacée, ou du moins rivalisée, par un lexique ou par un logiciel islamique. Islamiste ou islamique, dans le sens où on va pour la première fois évoquer l'islam dans la gouvernance, d'une manière ouverte et pas seulement dans les débats intellectuels. Il va y avoir un financement de réseaux salafistes que l'Arabie saoudite et d'autres acteurs du Golfe vont mener. Et donc, avec le temps, ça va permettre à certaines forces de l'islam politique
de progresser dans plusieurs pays arabes. Avant cela, ils étaient soit affaiblis, soit écartés par la présence ou la domination d'un discours nationaliste, laïque, dans certains cas socialiste. Cela se poursuit, mais un tremblement de terre, politiquement parlant, arrive en 1979, donc on est face à un quatrième moment fondateur, c'est la révolution iranienne. Cette révolution-là, elle avait une idéologie d'exportation. Khomeini considérait qu'il était la troisième voie. Il y a l'impérialisme américain et il y a le matérialisme qu'il considérait l'athéisme et le vide spirituel soviétique. Lui, il disait, nous sommes la troisième voie, celle des opprimés de la terre, et on va encourager, on va soutenir toutes les révolutions des opprimés dans la région au moins et ailleurs. Avec cette crainte de l'exportation de la révolution iranienne, l'Irak va attaquer l'Iran et créer une des guerres les plus sanglantes dans la région. L'Arabie saoudite est terrifiée par la révolution iranienne et son onde de choc. En plus, toute la région a des sociétés jeunes et les jeunes n'ont pas accès à la participation politique, ils n'ont pas accès aux libertés publiques comme privées. Donc une idée révolutionnaire, est-ce qu'elle va les tenter ou pas? Ça crée des crispations dans toute la région et la question sunnite-chiite émerge et elle est cette fois instrumentalisée, surtout par les pays du Golfe, pour faire face aux Iraniens et dire mais de toute façon ça concerne seulement les chiites, nous ne sommes pas concernés par ce qu'ils font. Et puis plus tard les Iraniens vont riposter en instrumentalisant le chiisme aussi. Donc c'est un changement qui va mener à la création de Hezbollah au Liban, qui mène à une alliance entre la Syrie et l'Iran pour différentes raisons, y compris contenir Saddam au milieu. En parallèle, il y a un autre laboratoire peut-être. On n'avait pas tout à fait compris durant les années 80 son influence ou l'influence qu'il va avoir plus tard, c'est le laboratoire afghan. Puisqu'en Afghanistan, l'armée rouge envahit le pays pour soutenir un gouvernement communiste face à une rébellion et un soulèvement local de certaines tribus. Pour les États-Unis d'Amérique, comme pour l'Arabie saoudite et pour le Pakistan, ça c'est un moment extrêmement important. Il faut affaiblir l'Union soviétique là-bas en soutenant tous ceux qui peuvent le combattre. Et l'idée du djihad afghan est née à partir de ce genre de logique. Ce sont des Saoudiens qui vont financer, les Pakistanais qui vont encadrer et organiser, avec une aide militaire et technique américaine, créant une guerre sainte en Afghanistan contre l'armée rouge, l'armée athée, l'armée soviétique communiste, qui va mobiliser des jeunes et beaucoup de régimes arabes vont encourager leurs jeunes à partir, ou du moins ceux qui veulent partir, qu'ils partent, on laisse faire, on se débarrasse dans un sens, et le fait qu'il va y avoir des milliers de jeunes qui vont se retrouver en Afghanistan venant de plusieurs pays, y compris des pays du Golfe, mais d'autres pays aussi, va créer entre eux des réseaux de coopération, d'où est né Al-Qaïda et le fameux Osama Ben Laden qu'on va découvrir un peu plus tard. Donc cette année, elle est très importante. Et les choses vont se poursuivre après, avec en plus une intifada en Palestine en 87 qui met fin à certains fantasmes israéliens et qui permet à Yasser Arafat de revenir sur la scène après avoir été affaibli par l'invasion israélienne du Liban en 82. Ça se poursuit, mais il y a un nouveau mouvement fondateur, un cinquième, qui est celui, premièrement international, de la chute du mur de Berlin. On est donc 89-90, l'Union soviétique commence à perdre sa puissance et les régimes arabes qui étaient alliés de l'Union soviétique sont dans une perte de boussole. À la fois, ils veulent se reconvertir à la privatisation et la libéralisation économique et se rapprocher des États-Unis d'Amérique, mais en même temps, ils ne savent pas si l'Union soviétique va pouvoir se redresser. En ce moment-là, Saddam envahit le Koweït et la guerre du Liban, on met fin à cette guerre via un accord que la Syrie va plus ou moins sponsoriser avec les Saoudiens. Et contre la participation syrienne à l'effort de guerre américain
pour libérer le Koweït et affaiblir Saddam, la Syrie va obtenir une hégémonie au Liban. Donc beaucoup de changements aussi dans la configuration régionale. La fin de la guerre civile libanaise va mener au désarmement des milices au Liban, sauf le Hezbollah, parce que à ce moment-là, il va être considéré comme une force de résistance contre Israël qui continuait à occuper une partie du sud Liban, et ça va lui permettre de recevoir les armes iraniennes, le soutien politique syrien. Il va être en dehors de la classe politique libanaise tout en participant au jeu politique libanais, mais en gardant une armée qui est efficace face aux Israéliens dans le sud. L'Iran n'est plus dans la guerre avec l'Irak, commence à construire sa force pour avoir plus d'influence, et la présence des troupes américaines en Arabie saoudite va irriter les islamistes, notamment ceux qui ont fait le djihad en Afghanistan. Et Oussama Ben Laden va être dans une logique qu'on a battu l'Union soviétique, le premier empire et le diable en soi. Maintenant, on va se battre contre le deuxième empire du mal, les États-Unis, qui en plus, et il le dit clairement en 1996, occupe ce qu'il appelle la terre de Mohammed. Donc il parle de la péninsule arabique, il n'utilise pas le terme Arabie saoudite parce qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la famille Saoud qui a nommé le territoire à partir de son nom. Il parle de la péninsule arabique, de la terre de Mohammed, et il appelle à la lutte sainte ou au djihad contre ce qu'il considère de croisés, de croisades, qui occupent la terre de Mohammed, donc les Américains, ce qui est un build-up, ce qui mène à un nouveau moment fondateur, celui de 2001, évidemment le 11 septembre, mais avec le 11 septembre, tout ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, qui va mener à des mini-guerres contre le terrorisme, avec des régimes qui commencent à utiliser le même vocabulaire, avec un nouveau concept, une guerre contre quelque chose d'abstrait, même s'il est concret, évidemment, quand il y a des dégâts et de la violence et des crimes, mais c'est une guerre qui ne finit jamais. Une guerre contre le terrorisme, en plus Bush, il considère que soit avec nous, soit avec les terroristes, ça va être suivi par des régimes de la région qui considèrent leurs oppositions comme des terroristes, qui commencent à utiliser les mêmes arguments, à justifier l'oppression de plusieurs oppositions. Et donc, on est là dans un nouveau monde et dans une région où la deuxième intifada palestinienne va être écrasée. C'est la fin aussi de Oslo. Je n'avais pas évoqué dans le précédent moment un événement très important qui fait suite à la guerre en Irak, c'est le processus de paix entre les Arabes et les Israéliens pour la première fois, qui mène aux accords de Oslo entre Arafat et les Israéliens, et donc à une aspiration palestinienne à un État, ce qui n'était pas du tout ainsi compris du côté israélien, où il parlait d'une autorité sur un territoire limité, avec un découpage de la Cisjordanie en A, B, C, etc. Mais en 2001, donc après le 11 septembre, c'est la fin un peu de ce rêve de solution à deux États, comme les Palestiniens l'entendaient, et la deuxième intifada, durant laquelle Arafat va mourir ou va être assassiné, ça c'est une question qui reste toujours ouverte. Et ce moment-là se poursuit avec 2003, la deuxième guerre américaine en Irak, qui non seulement accompagne l'idée d'une guerre contre le terrorisme, mais qui utilise aussi ce que les néoconservateurs évoquaient souvent, d'exporter la démocratie dans la région. Ils ne nous aiment pas parce que nous sommes démocrates et ils sont opprimés par leur culture et par leur régime. On va changer la donne. Certains régimes arabes, y compris des alliés des États-Unis, ont peur. Après qu'ils ont accompagné la guerre contre le terrorisme, il y a des inquiétudes maintenant. Mais le chaos irakien et la catastrophe dans la gestion de l'Irak, en plus de la violation du droit international et du fait que les Nations Unies n'ont pas approuvé la guerre, et quand même elle a eu lieu, et le Conseil de sécurité, il y a eu un triple veto contre la guerre, et quand même elle a eu lieu, tout cela va avec l'échec d'une transition en Irak et les Américains qui ont appliqué un schéma qu'on a appelé la débassification de l'Irak, ressemblant
à ce qui a été appliqué en Allemagne, la dénazification de l'Allemagne. C'était un simplisme grave puisqu'ils ont dissous l'État irakien, l'armée irakienne, l'accusant d'être inféodé au Baas, et donc on en finit avec cela, sans comprendre la sociologie politique irakienne, en renvoyant la majorité des Arabes sunnites des institutions de l'État. La question confessionnelle en Irak va se poser d'une manière très violente, et l'Iran va commencer, à travers ses alliés chiites, à contrôler certaines régions du pays. Et donc l'Irak rentre en guerre civile, un nouveau djihad et une nouvelle génération de djihadistes apparaît en Irak, qui est encore plus déterminée et plus violente que celle qui a combattu en Afghanistan, avec les Arqawi, puis les Baghdadi et autres. Il y a au Liban des changements, l'assassinat de Hariri, puis le départ des troupes syriennes du Liban, et il y a Hezbollah qui mène une nouvelle guerre avec Israël en 2006, 6 ans après la libération du Sud-Liban. Donc on sent que les choses bougent, mais tous ces moments-là, c'est plutôt du haut vers le bas que les choses se sont imposées. Soit les coloniaux, les mandats qui imposent des cartes, soit une partition puis une Nakba qui impose des conséquences, soit des régimes arabes autoritaires, des dictatures corrompues qui imposent la règle des jeux, soit des guerres, soit des phénomènes qu'on a qualifiés de terrorisme, jusqu'en 2011, où on est face à un nouveau moment fondateur, mais cette fois c'est par le bas que ça monte, c'est par les sociétés, parce que même s'il y avait de temps en temps des statu quo au niveau politique, même si ces moments fondateurs étaient imposés, et même si, en regardant les régimes arabes, on voit que Moubarak en Égypte est là depuis 1981, on est en 2011, que Ben Ali en Tunisie est là depuis 1987, on est en 2011, qu'au Yémen, Ali Abdallah Saleh est au pouvoir depuis 1978, qu'en Syrie, Assad père et fils sont au pouvoir depuis 1970, que la famille Khalifa est au Bahreïn et dans un système très autoritaire depuis les années 50. Donc, malgré cet apparent statu quo, les sociétés arabes étaient en mutation, il y avait des changements, il y a beaucoup plus de taux de personnes illettrées, de l'éducation, au niveau quantitatif du moins, a bien évolué. La moyenne d'âge de mariage a changé, elle est devenue bien plus élevée, le taux de fécondité a baissé, et tout cela a favorisé, à partir des années 90, plus de liberté, de mouvement, de mobilité de la nouvelle génération qui a, en plus avec l'urbanisation, un accès à plus de quartiers, à plus d'espace. Il y a une continuité territoriale et démographique dans la plupart des pays. Les femmes commencent à s'imposer dans l'espace public à travers l'éducation et le travail, même si elles restent victimes de discrimination et d'un patriarcat écrasant dans plusieurs pays, mais beaucoup de changements au niveau de la société. Et avec la révolution qui commence en Tunisie, fin 2010 et tout au long de 2011, puis en Égypte, puis en Libye, où Kadhafi est au pouvoir depuis 1969, au Yémen, au Bahreïn et finalement en Syrie, toute la région rentre dans une nouvelle phase et des révolutions, des contre-révolutions, mais aussi des guerres, des interventions régionales, internationales, l'Iran contre l'Arabie saoudite, la Turquie qui cherche à se projeter dans toute la région et à prétendre que ça peut être un modèle de gouvernance où islam et démocratie sont dans la même culture, peuvent coexister. Et quand je dis islam, c'est-à-dire pratique de l'islam au sein de la gouvernance et pas seulement spiritualité ou rituel ou pratique religieuse. Donc on est dans une nouvelle phase. Mais il y a un échec vu la violence, surtout en Syrie, mais aussi l'intervention militaire en Libye et au Yémen. Les transitions en Tunisie et en Égypte, au début, côté tunisien, il y avait beaucoup d'espoir. On considérait que ça peut être un modèle de succès. Mais avec le temps, ça stagne et puis il y a une contre-révolution et presque un coup d'État constitutionnel qui reprend le pouvoir et impose un autoritarisme assez vicieux. Côté égyptien, l'armée
qui avait sacrifié Moubarak et accepté de coexister avec les frères musulmans élus, mène un coup d'État et reprend le pouvoir, et Sisi est le produit de ce coup d'État, et il est toujours au pouvoir, la Syrie se fragmente avec une violence qui s'acharne sur les gens, elle devient fracturée, occupée par plusieurs puissances. La montée de l'État islamique, du nouveau djihadisme en Irak, puis en Syrie, se projette en Syrie et rend la situation encore plus difficile à gérer. Donc, ce que certains appelaient le printemps arabe va finir assassiné par les contre-révolutions, mais il y a des acquis qui sont restés. Des acquis par rapport à la libération de la parole, par rapport à la critique, par rapport aux nouvelles initiatives qui se construisent à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. À Paris, comme à Berlin, comme à Istanbul, comme à Beyrouth, les Syriens, les Égyptiens et autres mènent une nouvelle vie culturelle, créent des médias alternatifs, s'adressent aux Syriens à l'intérieur, aux Égyptiens à l'intérieur. Beaucoup plus de femmes s'imposent dans l'espace public. Il y a de nouvelles organisations qui se disent féministes et pas seulement en défense des droits des femmes. Donc, il y a des choses qui restent de ces révolutions-là. La preuve, une deuxième vague révolutionnaire va frapper la région, frapper entre guillemets. Ça commence au Soudan, mais on a aussi l'Algérie, le Liban et l'Irak, avec des slogans politiques encore plus radicaux que la première phase, un changement qui ne réclame pas seulement les réformes, mais d'abolir le patriarcat, la dictature, les systèmes autoritaires, parler d'une libération à tous les niveaux. Ils sont frappés là, pour de vrai, par les contre-révolutions et par la violence, mais aussi par le Covid. On oublie qu'il y a eu des confinements ici en Europe ou ailleurs dans le monde. Les confinements là-bas ont tué la mobilisation dans la rue qui était énorme. Et tout le monde devait accepter. Et donc pour les régimes, c'était presque une bénédiction d'imposer des couvre-feux, de justifier l'arrestation pour des raisons sanitaires de tous ceux et toutes celles qui osent manifester encore. Ça a été affaibli par la violence, la contre-révolution, le manque d'expérience politique, le Covid et dans le cas libanais, l'explosion du port de Beyrouth et l'effondrement de l'économie. Donc la deuxième phase, elle est brisée, mais encore une fois, il y a des acquis dans plusieurs pays avec ce qui reste, ce qui est résilient dans les discours politiques, dans les récits, dans la créativité, dans l'art. Il y a le travail des documentaristes a énormément évolué dans la région depuis, aidé par les téléphones portables bien sûr, mais par des budgets qui ont été créés pour former, pour archiver, pour que la mémoire collective ne disparaisse pas, pour qu'on préserve les acquis. Il y a de nouveau des médias alternatifs qui émergent et qui continuent jusqu'à maintenant, et même parfois ils ont des alliances entre eux. Et cela se poursuit jusqu'à 2023-2024. On est face à un nouveau moment fondateur, le 7 octobre, évidemment, mais la guerre génocidaire qui suit, puis la chute du régime syrien, la nouvelle page qui s'ouvre au Liban après une guerre catastrophique. Et on est aujourd'hui en même temps avec une construction et une déconstruction. Le mouvement, il se passe en même temps. Une volonté de construire, mais il y a des destructions en même temps. La construction est difficile, la destruction est beaucoup plus facile, disons, même si elle est catastrophique pour les gens concernés. Mais on vit un nouveau moment avec toutes les questions qu'on a évoquées, qui rappellent certaines questions déjà posées dans le passé, mais cette fois avec aussi un sentiment que on a tout tenté. Et on a tout essayé. Et ce qui se passe chez nous aujourd'hui, dans ce Proche-Orient, est en train de changer le monde. Mais pas le changer vers le mieux. Au contraire, comme s'il contribue à un ordre mondial qui s'impose par la violence et par le mépris du droit international. Et ce n'est pas une coïncidence que en Europe ou aux États-Unis, c'est la première fois qu'on a autant de censure s'agissant
d'exprimer la solidarité, par exemple, avec les Palestiniens. Ça touche la vie universitaire, ça touche les manifestations, ça touche les associations qui parfois sont sous coup de la justice, utilisées par des ministères de l'Intérieur. Donc, comme si ce moment fondateur dans la région, avec toutes ces dynamiques et toutes ces complexités, est connecté à une régression au niveau mondial du droit international, des libertés, et un retour d'une censure qui s'abat sur les gens, surtout à cause du Moyen-Orient. Mais pas seulement, évidemment, dans le cas américain, mais je ne pense pas qu'en Europe, on a eu autant de censure sur les positions politiques et l'expression de ces positions-là, ou au sein des universités par rapport à des conférences ou à des séminaires, qu'on vit depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, s'agissant de la Palestine et de la critique d'Israël. Donc c'est à la fois pour la région ce moment, mais est-ce qu'il va être aussi un moment fondateur dans le monde, et comment construire là-dessus des alliances pour qu'il ne reste pas dans le phénomène de destruction qu'on voit? Je pense que c'est ça la grande question. En fait, c'est une année zéro, mais moment fondateur, peut-être pas encore. Oui, c'est ça. Oui, peut-être dire que c'est un moment fondateur, c'est un peu une anticipation. Ouais, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on est tous dans le genre d'attente. Mais quelque chose de nouveau émerge, et il y a un potentiel positif en Syrie et au Liban, mais c'est une catastrophe, une deuxième Nakba en Palestine. Merci beaucoup. Merci.